Oui. Ouais. Ouais, carotidien. Moi, en toute transparence, en consultation, les fémoraux, je les écoute rarement. Je les écoute rarement. Par contre, les sous-carotidiens, je les écoute. Tu as le stéthoscope à l'oreille, de toute façon, pour le cœur. Tu montes ta main de quelques dizaines de centimètres. Tac, tac, c'est 1 seconde et demie par côté. Et c'est hyper rentable, quoi. Tu vas avoir 30 auscultations normales et qui t'auront coûté 4 secondes. Et par contre, l'auscultation anormale, elle va être extrêmement rentable. Parce que ça va être derrière un Doppler qui confirme le truc, une chirurgie. Et voilà, donc et des AVC évités, etc. Donc c'est vraiment extrêmement rentable. Et puis l'autre rentabilité plus immédiate, c'est que toi, dans ta consulte, ça t'oriente, quoi. Donc soit tu as un souffle, soit tu as des poux périphériques qui sont abolies. Tu vois, moi, le patient est allongé en consulte. Je lui touche les poux pédieux pendant que je l'interroge sur son activité physique, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses symptômes dans son activité physique, etc. Et donc, poux pédieux pour rétromalléolaire, rien que ça te prend, pareil, 1 seconde et demie. Et ça, par contre, c'est plus fréquent encore que les souffles carotidiens. Tiens, il te manque 1 des 4, 2 des 4. Là, tu commences vraiment à te mettre dans l'ambiance athéromateuse. Et ça, c'est fréquent. Et la base battante abdominale aussi, c'est un geste qui est pas très chronophage et qui peut rapporter très gros parce que la rupture d'anévrisme d'aorte abdominale, c'est une mauvaise mort quand même. Alors, prévalence et incidence. La mortalité cardiovasculaire en France a une tendance à la hausse. J'ai entendu hausse. Tout le monde est d'accord? Non. La baisse. Car progrès dans la prise en charge et la prévention. La prévention, c'est vraiment l'axe. C'est un mot, moi je trouvais un peu creux et un peu pénible il y a quelques années, mais en fait, c'est vraiment un axe qui est non seulement très important, mais en pleine croissance. Par exemple, demain commence à Paris le congrès français de la cardiologie, le plus gros congrès de cardio à Paris. Et le thème, c'est la prévention. Et en fait, de plus en plus, c'est vraiment le nouvel Eldorado de notre ère médicale. C'est vraiment la prévention. Là, ces dernières décennies, on a été super fort pour aller mettre des ogives avec des diamants dans des coronaires et tout péter dans des coronaires. Donc maintenant, techniquement, on est super fort, on est très content. Et maintenant, on arrive à une phase où on se dit, mais attends, mais en fait, avant de mettre du rotablator à 180 litres par minute dans des coronaires, c'est incroyable comme on arrive à réduire la nécessité de ce genre de procédure en faisant des trucs de prévention. Et il y a notamment à La Réunion le mois du CARE. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le mois du CARE. C'est un mois consacré à la prévention cardiovasculaire à La Réunion. C'est un très gros truc qu'on a mis en place depuis 2 ans. La prévalence des maladies cardiovasculaires a une tendance à la hausse. Pourquoi? Oui, bien joué. Parce que la population vieillit, ok, donc ça c'est facile à comprendre. Et tu as dit, c'est quelque chose de vrai, la mortalité diminue. Et du coup, pourquoi la mortalité? Oui. Et pourquoi du coup ça augmente la prévalence? Voilà, super. Merci pour l'explication. Je répète pour les gens en ligne. Donc, puisque les gens meurent moins, eh ben, ils sont plus vivants. Et puisqu'ils sont vivants, mais toujours avec leur cardiopathie, on les compte dans la prévalence. Voilà. Donc, en plus du vieillissement, il y a la réduction de la mortalité cardiovasculaire qui fait qu'on a plus de gens cardiopathes vivants. Alors, investigation. Quels vont être vos 3 axes d'investigation, sachant que là, c'est conceptuel. Ça veut dire que
ce patient, avec tout ce qu'on a vu de lui, et sa plainte, arrive dans la salle de consultation, vous commencez à subodorer peut-être des premières pistes. Quels vont être vos 3 axes dans votre consultation, sachant qu'il ne faut vraiment n'oublier aucun des 3. Si vous partez, on va essayer de faire 3 axes. Quels vont être vos 3 thèmes de la consulte où vous allez vous dire, oula, il va falloir que chez lui que je regarde ça, ce grand truc, et ce grand truc. Quels vont être vos grands thèmes de prise en charge chez lui? Oui, carrément, facteurs de risque. Et donc, aller chercher les facteurs de risque qu'il ne vous a pas encore donnés, vraiment faire la listing complète des facteurs de risque. Et par exemple, le tabagisme, il ne nous l'a pas dit, mais on va vérifier qu'il faut vraiment lui poser la question parce que la plupart des patients ne vont pas nous le dire spontanément. Le diabète, il ne nous en a pas parlé, mais on va lui demander si son médecin traitant lui a fait un bilan récemment, et sinon on va lui prescrire, etc. Donc clairement, si vous ratez là le thème facteur de risque, bah, c'est pas bien, quoi, ni pour vos concours, ni pour la vraie vie. Quel autre grand thème vous avez pris en charge chez lui pour ça? Oui, et alors là, toi, tu es dans la statine, donc tu es dans la prévention, soit primaire, soit secondaire, on ne sait pas encore, de ces facteurs de risque. Ouais, c'est un peu encore dans le thème facteurs de risque et prévention de la maladie athéromateuse. Ok, donc rappelez-vous l'énoncé initial, le patient il vient chez moi en consulte, et vous n'allez pas juste lui prescrire un bilan de diabète, quoi. Qu'est-ce que vous allez regarder chez lui aussi? Quels vont être vos thèmes d'investigation chez lui? Qu'est-ce que vous allez devoir explorer? Ouais. Oui, alors lui, vous l'avez déjà dit. C'était dans l'énoncé initial. Il se plaignait de quoi, lui? Oui, il se plaint de douleur thoracique. Donc ça, c'est un autre grand thème qu'il faut quand même traiter, c'est ce pourquoi le patient est venu vous voir. C'est lui la malade. Donc il va falloir investiguer ça. Est-ce que c'est psychiatrique? Est-ce que c'est cardiologique? Est-ce que c'est la paroi thoracique, de la douleur fonctionnelle, etc. Mais clairement, ça va être un deuxième axe qu'il va falloir absolument traiter, parce que si à la fin, vous lui avez refait toute la façade des facteurs de risque, c'est très bien, mais que en fait, vous avez oublié de traiter sa plainte initiale, c'est pas bon. Okay, donc les douleurs, les facteurs de risque. Et il y a un truc. Ouais. Bien joué. Ouais, bravo. C'est exactement ça. Bilan d'extension. Et donc, ce move d'esprit-là que tu as fait, il faut vraiment que vous l'ayez de façon systématique, et pas que pour la cardiologie d'ailleurs, que ça soit au niveau en psychiatrie, c'est pareil, en cancérologie, c'est pareil. Toujours se dire, avoir ce côté-là et de dire, ah oui, mais attends, est-ce qu'il n'a pas encore quelque chose ailleurs? S'il a ça quelque part, il faut qu'on vérifie qu'il est passé ailleurs. Donc toujours avoir ce move intellectuel d'être capable de faire un bilan d'extension. Donc, explorer sa plainte, pourquoi il a mal quand il monte l'escalier, comme il nous a dit au début. 2, je commence vraiment à subodorer le côté coronaropathe. Ok, s'il est coronarien, il va falloir que je fasse un état des lieux, une cartographie de son atteinte athéromateuse. Donc, et cliniquement, plus ou moins avec d'autres examens paracliniques. Et 3, ok, il en est là, il est athéromateux, pourquoi? Quels sont ses facteurs de risque? Et calcul du risque cardiovasculaire, ça c'est à l'aide d'un score, ça c'est pas juste du blabla, on fait vraiment en consultation, à l'aide d'un score de prédiction de la mortalité à 10 ans, en fonction de ton âge, de ton sexe, de tabac, de tension, etc. Et on va te prédire ta mortalité à 10 ans. C'est toute chose étant égale par ailleurs, évidemment. Donc c'est sur le focus cardiovasculaire. Et en fonction de cette prédiction, on va être plus ou moins agressif sur la prévention.
c'est pas rien ça, parce que ça change notamment. Tu parlais des statines tout à l'heure, c'est surtout ça qui va changer. En fait, ton objectif de LDL, vous savez, le LDL, c'est le mauvais cholestérol, et ça va être un de nos axes prioritaires et un des leviers les plus forts dans la prévention. Pas le seul, loin de là, hein. Il y a évidemment le sport, la réduction pondérale, l'arrêt du tabac, tout ça. Mais n'empêche que la baisse du cholestérol, c'est vraiment un axe majeur en termes de réduction de la mortalité. Et en fait, il faut personnaliser tout ça, là, le bilan des facteurs de risque et le calcul du risque, parce qu'on va changer d'objectif de LDL en fonction du risque. Je ne sais pas si vous saviez déjà ça, mais quelqu'un qui a faible risque, à risque modéré, à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire, bah à chaque fois, c'est des objectifs LDL différents. Et donc, un patient qui, par exemple, comme on en a assez régulièrement, un patient de 40 ans qui le matin n'a pas fait d'infarctus, il va avoir un objet. On ne va pas lui mettre de statine s'il a un LDL qui est à moins de 1,9 g par litre. Et si à midi, il fait l'infarctus, bah en fait, ça va nous montrer qu'en fait, il était maintenant, il est passé au stade haut risque cardiovasculaire officiellement. Avant, c'est juste qu'on ne savait pas, le matin même. Mais à midi, il fait l'infarctus. Donc maintenant, on sait qu'il a haut risque cardiovasculaire. Et là, il change d'objectif LDL. Et là, son LDL, il n'est plus comme le nôtre, à chacun de nous dans cet amphithéâtre, j'espère. Maintenant, lui, son objectif, c'est 0,55. En fait, pour expliquer aux patients, je leur dis qu'en fait, on triche, puisque eux, à cause de maintenant qu'on sait qu'ils sont à haut risque cardiovasculaire, ils ont plus de chances de mourir que nous. Et bien, on triche et on leur met un cholestérol qui ne doit pas être normal, qui doit être très bas, pour faire baisser leur risque de mortalité et qu'à la fin, le risque de refaire des infarctus ou des AVC soit le même que nous. Et en vrai, c'est un petit peu ça. Pour qu'ils aient une mortalité identique à la nôtre, il faut tricher sur le cholestérol et que leur cholestérol soit bas. C'est pas normal qu'il ne l'ait pas. C'est pour ça que ce bilan des facteurs de risque, il est vraiment capital parce que, en fonction de votre score à la fin, vous allez ou pas, par exemple, introduire une statine. Et donc, ça change votre prise en charge. Bon, il se trouve que vous avez bien subodoré. Sa douleur thoracique était bien coronaire. Et du coup, on se classe dans quelle famille de coronaropathie? Alors, j'entends ST-. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a du ST+? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont proposées? Vous n'avez pas lu les cours, là, hein. Le ST-, il faut qu'il y ait quelque chose à la biologie. Et bien non, ni l'un ni l'autre. C'est de Langor. Le SCA, donc c'est syndrome coronaire aigu. Lui, il n'était pas trop dans le contexte aigu. Tu le vois en consulte. Alors, le SCA en consulte, moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Qu'un mec tape le SCA en consulte. C'est vraiment quelque chose d'aigu, quoi. On va le voir après, là, pour le thème SCA. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui vient tranquillement en consulte. Là, on est plutôt dans la famille de Langor. Voilà. Après, on peut dire que Langor est stable si ça dure genre plus de 3 mois, ou instable si c'est depuis une semaine, 10 jours. Mais là, on est plutôt dans le type de Langor où il n'y a pas de douleur de repos et où on n'a pas dosé la troponine, mais on s'attend à ce qu'elle soit négative. Mais c'est pas parce que la tropo est négative qu'il n'est pas coronarien, on l'a preuve. Donc lui, c'était de Langor, d'effort. Vous l'avez donc adressé dans le bilan qu'il fallait et il finit avec un stent sur l'interventriculaire antérieur. Et voilà. Quelles sont vos grandes clés non médicamenteuses et médicamenteuses à ce stade? Donc ça veut dire que maintenant on est chez un patient qui a quel risque cardiovasculaire maintenant? Le cluster du fond, là. Je vous redis les classes. Il y a faible, modéré, haut risque et très haut risque. Très haut risque, quoi. Il y a très haut risque cardiovasculaire. L'objectif LDL, du coup, chez lui, il va être 1. Ouais, c'est-à-dire, j'ai les chiffres tout à l'heure. Ouais, 0,55 g par litre. Ok.
dans notre paysage du patient, qu'est-ce qu'il faut savoir avant qu'est-ce qu'il faut qu'on se redise. Ok, on se rappelle des facteurs de ce que vous avez dit au début, spécifiques. Ok, donc maintenant qu'on a le paysage global du patient, balancez vos clés non médicamenteuses et médicamenteuses. Allez-y, soit de façon structurée, soit en vrac. Oui. Ouais. Ouais, très bien d'avoir mis ça en tiroir. Raisonner en tiroir comme ça, c'est très bien, ça vous évitera d'oublier des choses. Au lieu, parce que votre collègue, elle n'a pas dit activité physique, qui est un des items d'un tiroir. Elle a sorti le tiroir amélioration de l'hygiène de vie et l'hygiène diététique, etc. Et elle sait que quand elle tire ce tiroir, elle connaît tous les items qu'il faut dérouler à ce moment. Et tout ça, c'est utile pour vos examens, concours et pour la vraie vie. Et voilà, donc il n'y a pas un grand sac dans lequel il y a plein d'items et on pioche au hasard, parce que là, on oublie, on n'est pas systématique. Alors que ranger en grand tiroir et sous-tiroir comme ça, c'est une très bonne façon de faire. Ok. Donc, règles hygiéno-diététique, sport, alimentation, etc. Quoi d'autre? Ouais. Et de toute façon, il a une destination d'appel, tu m'as dit quoi? Alors, le tapeau, il n'est pas tabagique. Et après, tu m'as dit quoi, pardon? Oui. 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 Tout à fait. L'éducation thérapeutique, c'est un très bon point. Pareil, quand on apprend ça comme ça, on trouve que c'est un peu relou et ça nous paraît bien théorique. En fait, c'est pas théorique du tout. En fait, les patients arrêtent leur traitement ou les sautent souvent pour des raisons plus ou moins baroques. Soit il y a vraiment une multitude d'imaginations qui fait qu'ils peuvent arrêter. Il y en a qui vont dire non parce que moi je prends de la tisane réunionnaise, ça marche bien. Ou alors j'ai eu l'impression que c'est ça qui m'a gratté le doigt à un moment donné, donc j'ai arrêté tel médicament. Ou au bout de 6 mois, je sentais que j'allais bien, alors j'ai tout arrêté. Qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo? Enfin bref, on a plein de trucs rigolos et du coup il faut vraiment leur faire peur en leur donnant la vraie information. Et voilà, l'éducation thérapeutique, elle doit s'adapter aux gens. Il y en a qui ont un excès d'anxiété, donc c'est pas la peine d'en rajouter si on comprend qu'ils sont parfaitement observants là. Mais par contre, il y en a qui ont un excès de coolitude. Et eux, quand ils sont sur la table de Coro, c'est un très bon moment pour leur dire que aujourd'hui, normalement, ça va dû être leur dernier jour de vie. Et donc, il faut corriger deux, trois choses et il faut qu'ils soient très, très, très observants. Parce qu'un stent, en fait, sur l'IVA, c'est la principale artère du cœur. Un stent, c'est du métal. Votre corps, il n'a qu'une envie, c'est d'aller boucher le métal. Donc, un coronarien qui arrête ses traitements ou qui les prend de façon irrégulière, c'est vraiment mortel, quoi. Et donc, l'éducation thérapeutique chez le coronarien stenté, c'est vraiment un point. À notre époque, on était étudiants, on appelait ça PMZ, pas mis zéro. Si tu n'as pas mis ça sur ta copie, c'est zéro. Donc, ouais, c'est un très bon point. Et ok, donc observant, hygiéno-diététique, éducation thérapeutique. Ok. Si on attaque un peu le médicamenteux, qu'est-ce qu'il lui faut? Si on devait lui donner allez, au moins 2 indispensables. Oui. 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 Qui n'est pas un cardioprotecteur, mais qui est un hypolipémiant. Oui. La statine chez lui va être systématique. Tu me diras oui, mais sauf s'il a moins de 0,55 g par litre de LDL spontané. Je te dirais oui, mais c'est exceptionnelissime. Mais c'est un vrai point. Pour les cas exceptionnelissimes où c'est spontanément inférieur à 0,55, il n'y a pas besoin de rajouter. Mais dans tous les autres cas, il faut rajouter. Et après, c'est bien parce que tu as sorti le tiroir les antiagrégants plaquettaires, et ce qui t'a permis d'englober le fait qu'autour du stent, il ne faut pas qu'un antiagrégant,
et qu'il en faut 2. Donc là, on n'est pas dans le cas du syndrome coronarien aigu, on est dans le cas de l'angor. Et donc, est-ce que vous savez, en plus de l'aspirine cardiologique, c'est pareil, lequel on met pour entourer la pose du stent pendant 6 mois? Qu'est-ce qu'on rajoute? Oui, Plavix, clopidogrel. Ok, donc les antiagrégants avec le protocole qu'aura donné le cardiologue, la statine, et puis après, il y a d'autres médicaments. Il y a une autre classe médicamenteuse que vous avez oubliée et qui est importante en particulier chez lui. Ouais. Pourquoi? Oui, mais lui, il n'aurait pas eu l'énoncé que j'avais donné initial, il aurait eu juste son stent de l'IVA sans rien d'autre. Voilà, il est hypertendu. Donc IEC ARA2 est un excellent médicament chez lui, parce qu'effectivement, dans la sphère cardiovasculaire, c'est un super médicament, et qu'en plus, lui, il est hypertendu. Il y aurait une autre situation où même s'il n'était pas hypertendu, ça aurait été indispensable de lui mettre un IEC ou un ARA2. Ça aurait été s'il y a une altération de la FEBG, la fraction d'éjection. S'il y avait une insuffisance cardiaque associée, probablement ischémique, là, pareil, les IEC, ARA2 et d'autres médicaments en plus, mais auraient été indispensables. Mais s'il avait 0 hypertension ou 0 insuffisance cardiaque, on n'aurait pas mis. Là, une personne qui a 0 facteur de risque, enfin, qui n'a pas d'hypertension, là, il aurait pu avoir que cardiaque, Plavix 6 mois, statine, et au bout de 6 mois, que cardiaque, statine. Voilà. S'il avait une effet normal et pas d'hypertension, il pourrait se balader dans 6 mois avec juste cardiaque, statine. Et toutes les règles hygiéno-diététiques. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Ça, on a tout dit. Ça, on a dit. Et voilà, comment se mesure. Et ça, on a dit aussi sur la morbidité et la mortalité. Parce que l'insuffisance cardiaque, c'est quand même... Voilà, j'ai encore en tête, quand j'étais à Paris, l'histoire d'un homme qui avait arrêté ses médicaments. Il avait bouché son stent de l'IVA. Heureusement, on leur fait tellement peur sur la table de Goro que c'est quand même la minorité qui arrête leurs médicaments. Il y a par contre une proportion pas nulle qui sont pas super sérieux. Et puis il y a une petite proportion aussi qui fait sa propre cuisine, voilà, qui dit non mais je me sens un peu comme si avec ce médicament, du coup je le prends le lundi, le mercredi, le samedi. Enfin voilà, ça c'est pas, faut pas. Et donc ce jeune monsieur, il avait bouché son stent parce qu'il avait arrêté ses médicaments et il sort avec une insuffisance cardiaque importante. Et c'est la cata, quoi, parce que en termes de morbidité, ben, il est essoufflé au moindre effort, il a un suivi cardiologique beaucoup plus important, il a beaucoup plus de médicaments, paradoxalement maintenant, et puis il a une mortalité qui est pire que le cancer. Hein. L'insuffisance cardiaque, c'est pire que le cancer en mortalité. Ok, voilà pour celui-là, sachant que du coup, on était 3 heures en tout, que là, on se dit, en gros, on est déjà à quasi 1 heure, parce que 7h45,